Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeux en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous aux grès issus de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la Céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. C'est l'histoire d'un petit couteau qui est dans le dictionnaire, qui s'ouvre d'une main et qui se range replié. Une lame, un manche, 2 viroles, un rivet et les mêmes souvenirs. Le couteau du grand-père, celui qui coupe les champignons dans la forêt, ouvre les huîtres ou sculpte l'écorce et l'arc à flèche de l'enfance. Vous l'avez deviné, c'est de l'Opinel dont je vous parle. Né en 1890 à Gévoudaz, hameau d'Albiez-le-Vieux en Savoie, dans l'atelier d'un taillandier, celui de Joseph Opinel. Les odeurs du bois débité, façonné, poncé, les bruits de l'acier affûté, l'entreprise Opinel fait bel et bien partie de notre patrimoine et a su allier tradition, innovation et virtuosité au service de l'acier et du bois, ces 2 matières nobles. 130 ans plus tard, depuis Chambéry, l'entreprise Opinel rayonne dans le monde entier grâce à son extraordinaire savoir-faire, mais aussi des machines fabriquées intramuros qui ont permis de ne pas délocaliser la production. Bonjour Françoise. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de nous accueillir chez Opinel. On est très fiers d'être ici. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? On est ravis de vous accueillir. Alors moi je suis Françoise de Troya. Je suis la directrice marketing et communication d'Opinel depuis 15 ans. J'essaye toujours d'interroger le lien d'un savoir-faire avec les ressources locales de son territoire d'implantation. Ici, j'ai l'impression que ça se traduit beaucoup par l'utilisation du bois. Vous le ressentez comment, ce lien avec ce territoire ? Oui, le bois, en effet. La matière fétiche d'Opinel, c'est le bois. Ça apporte ce côté naturel, cette douceur, c'est très chaleureux en fait le bois, et surtout que le bois ça a des propriétés mécaniques souvent supérieures à d'autres matériaux comme le plastique par exemple. Et du coup ce lien en fait avec le bois, alors Joseph à l'époque il prenait le bois qui était autour de son atelier, donc ça pouvait être tout type de bois, ça pouvait être du merisier, ça pouvait être du hêtre, on appelle ça le faillard ici en Savoie, le hêtre, du chêne, du noyer. En fait, il prenait tous les bois qui étaient aux alentours. Et l'acier vient de Suède, de France et d'Allemagne. C'était comment Opinel lorsque vous êtes arrivé il y a 15 ans ? C'était une très belle entreprise. J'étais ravie d'arriver chez Opinel, mais je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais le nom. J'avais aucune idée du savoir-faire derrière. Et puis, il y avait quand même une ambition, une envie de faire vivre la marque de la part de la famille et qu'elle continue à vivre longtemps. C'est une de nos valeurs, la pérennité, c'est une des valeurs les plus partagées dans les entreprises familiales. Et quand ils m'ont recruté, l'idée c'était de prolonger cette belle histoire et de trouver en fait les leviers pour s'adresser à des nouvelles cibles de consommateurs, de clients, trouver des idées de nouveaux produits pour s'adresser à ces nouveaux clients. Mais c'est vrai que c'est un joyau de toute façon. Après, ils avaient peur, je pense, que l'entreprise, que la marque, que le couteau se muséifie en fait, devienne juste le couteau du grand-père, un bon souvenir, une tradition, on va dire, qu'il ne soit plus dans le quotidien en fait des personnes, qu'il ne soit plus considéré comme un outil. Et c'est pourquoi on a ouvert en fait Opinel ces dernières années sur d'autres univers comme la cuisine, la table, l'enfant aussi, qui est
une population qui est super agréable à travailler aussi en termes de nouveaux produits. Et puis là, on est vraiment sur des notions, en effet, de transmission, d'accompagnement. Et pour autant, le petit couteau est toujours la star d'Opinel. Oui, mais c'est une grande chance. Mais c'est vrai que d'avoir un produit iconique qui n'a pas changé depuis plus de 130 ans, c'est un des rares produits manufacturés en France qui reste identique finalement en termes de forme, en termes d'usage. Se dire que notre arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père avait un Opinel dans la poche et que nous, on peut aussi avoir un Opinel dans la poche et qu'il est toujours utile pour manger, pour peler une pomme, pour partir en randonnée. Ça, c'est génial. Le couteau de poche Opinel, il est passé d'un statut de couteau pour le paysan, de travail, dans les champs, et il a suivi l'évolution de la société en devenant un objet de loisir pour la randonnée, pour la voile, pour les vacances. Et il a su s'adapter, en fait, sans rien changer, en fait, à sa forme, à sa fonction. Il a su s'adapter à cette évolution, ce qui est assez magique. L'entreprise aussi a su s'adapter parce que je crois que le petit Opinel est né dans un atelier dans la montagne, c'est ça ? Tout à fait, on est des vrais montagnards. Joseph Opinel, il travaillait dans l'atelier de forgeron de son père. En fait, il était taillandier, son père. Taillandier, c'est ceux qui réparent les outils, c'est ça ? Taillandier, ils sont fabricants d'outils avec un tranchant. Donc, ils fabriquaient des outils. Ils les réparaient aussi à l'époque, mais ils fabriquaient des outils. C'était à côté de Saint-Jean-de-Maurienne, dans une vallée, on va dire, hostile. C'est une très belle vallée, mais avec des conditions de vie rudes, notamment à l'époque. Ils avaient cet atelier au bord de l'Arvan, qui est une rivière qui coule de la montagne et qui fournissait la force motrice pour faire tourner les meules, par exemple. Et Joseph Opinel a travaillé très jeune avec son père. Et il faisait à l'époque des gros outils tranchants, des grosses serpes, serpettes, etc. Et lui, il a eu l'idée d'inventer son petit couteau de poche. Il avait juste 18 ans, donc il était assez jeune. Son père n'était pas d'accord. Il disait, mais qu'est-ce que tu perds ton temps, ça n'intéresse personne. Enfin, voilà. Mais dans Opinel, il doit y avoir opiniâtre, parce que Joseph, il a tenu le coup. Il a vraiment souhaité finir en fait cet objet, le dessiner, lui donner en fait ces caractéristiques qu'on retrouve aujourd'hui, sa robustesse, son confort dans la poche, dans la main, ce côté rond en fait du manche qui est très agréable. Et du coup, il est arrivé à cette forme. Il a convaincu son père de lui laisser un peu de temps pour fabriquer des couteaux. Et il les a vendus. Ses premiers clients, c'était les clients de son papa qui passaient, des paysans autour de chez lui, mais qui venaient aussi d'Isère, parce que son père avait déjà un atelier reconnu pour son savoir. Et puis le succès est arrivé assez vite. Ce petit couteau du fils Opinel, il a tout de suite convaincu. Et en fait, on se dit, a posteriori, bien sûr, c'est plus facile, que c'était une évidence du design. Alors, Joseph, il se définissait pas comme designer ou entrepreneur ou ingénieur, mais il cumulait en fait toutes ces vertus et toutes ces compétences. Donc là, on est en quelle année ? 1890. Et au fur et à mesure, tout ça a grossi. J'imagine que ça a bougé. Du coup, le succès aidant, il a pu faire construire son atelier à lui, pas très loin de l'atelier familial, toujours à Albier, donc à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Il l'a modernisé tout de suite par rapport à l'atelier de son père. Il a apporté l'électricité. Et là, il a pu embaucher des ouvriers, ils étaient une dizaine, pour faire les différentes opérations. Et ce qui vraiment aussi différencie Joseph Opinel des autres artisans du couteau de poche, c'est qu'il a, en même temps qu'il a inventé en fait la forme du couteau, il a inventé aussi les machines pour le fabriquer de manière le plus, alors à l'époque ça restait modeste, mais le plus standardisé possible pour assurer à la fois une qualité assez constante et puis une rapidité aussi dans l'exécution pour proposer des produits plutôt accessibles en termes de prix. Avec 6000 m² de surface, l'Opinel qui a vu le jour dans un petit atelier est quand même bien loin derrière nous. Comment est-ce que la technique industrielle, la recherche et le développement ont permis à la fois d'aller plus loin dans la précision et dans la virtuosité de ce savoir-faire, mais aussi dans le maintien d'une production française ?
C'est dans les gènes d'Opinel. Je le disais tout à l'heure, Joseph Opinel, il a créé le couteau, mais il a créé aussi les machines. Il avait vraiment cette intention dès le départ, qui a été reprise par son fils Marcel Opinel, qui lui a créé les machines très automatisées pour fabriquer le manche. Donc c'était des vrais ingénieurs en fait. Exactement, et c'est des machines très spécifiques à Opinel, fabriquées en interne, etc. Ces machines-là, elles existent 60 ans après, même plus, 70 ans après, dans l'entreprise, mais elles ont été boostées par l'électronique, l'informatique, etc. Mais on reste sur le même principe en fait de fabrication des manches. On a su respecter ces idées, mais les exploiter au mieux et puis les faire évoluer au mieux avec les nouvelles technologies. Mais ça a été vraiment ça, ces machines-là nous ont permis de fabriquer de la qualité en grand volume et donc à un prix accessible. Et c'est comme ça qu'on s'est différencié aussi par rapport à d'autres fabricants en assurant une qualité, un made in France à un coût limité. C'est ce qui vous a évité aussi de délocaliser, contrairement tout à fait. À d'autres entreprises, j'imagine. Tout à fait. C'est vrai qu'on est très compétitif et que alors, l'Opinel, comme tout produit à succès, est copié parfois, même s'il est très protégé, il est copié. Mais ils n'arrivent pas à avoir un prix très intéressant finalement par rapport à l'original, ce qui est un comble. Mais c'est vrai qu'on est tellement compétitif dans notre savoir-faire, dans notre façon de fabriquer nos produits, qu'on n'a pas vraiment peur d'autres intervenants sur le marché. C'est grâce à cette accumulation de savoir, de machines, qui a été transmise de machine en machine, mais d'homme en homme aussi, parce qu'une machine sans homme, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, vous avez quoi, 160 salariés ? 140. 140. Il y a une époque où vous en avez eu plus ? Oui, quand il y avait... alors, non, je crois que le maximum, ça devait être 150 à peu près. Mais c'est vrai qu'on a baissé... Moi, quand je suis arrivée, il y a 15 ans, on était 90. D'accord. Oui, donc en fait, l'industrialisation d'Opinel n'a pas non plus fait perdre des emplois. Non. Non, et puis c'est vrai qu'on a de multiples références aujourd'hui. Enfin, l'entreprise grossit. On arrive à 5,5 millions d'unités par an, tout produit confondu. C'est énorme. Et c'est vrai que ça demande de plus en plus de main-d'œuvre, sur tout poste confondu, que ce soit à l'industrie comme dans les autres métiers. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on encourage beaucoup les entreprises qui ont délocalisé à relocaliser, mais la main-d'œuvre est un véritable enjeu parce que finalement, on a encouragé tellement les jeunes vers des filières, à aller jusqu'au bac et moins vers des filières manuelles. Vous rencontrez ce problème de recrutement ? Oui, de plus en plus. Ouais, c'est très prégnant aujourd'hui. C'est sûr que ça demande ces métiers demandent à être valorisés. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années où on n'a pas poussé les jeunes à aller vers ces métiers-là et c'est vraiment dommage parce que c'est tellement valorisant de partir de matière brute et d'arriver à un produit fini. C'est tellement valorisant de savoir que on fait vivre une belle histoire comme ça en Savoie, qu'elle reste en Savoie. Et c'est vrai qu'on a besoin en effet de personnes qui connaissent les machines, savent les réparer, travaillent avec ces machines, ont le goût du travail bien fait. Je pense que ça intéresse de plus en plus de personnes en tous les cas, donc j'ai bon espoir qu'il y ait de plus en plus de vocations, mais c'est vrai qu'il faut faire connaître ces métiers pour attirer le maximum de personnes. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes étapes de fabrication d'un couteau chez vous ? Alors pour parler du couteau de poche, il est formé de 5 éléments aujourd'hui, puisqu'on a ajouté la virole tournante en 1955. Et ces 5 composants, c'est différents ateliers. Le premier atelier, on fabrique des manches à partir de carrelés. Donc les carrelés, c'est des petits parallélépipèdes de bois qu'on reçoit directement ici au sein des ateliers. C'est une fraise qui vient façonner le carrelet de manière assez automatique. Mais vraiment, le manche, il est fabriqué de manière très standardisée par une machine. C'est la force d'Opinel aussi de pouvoir produire à gros volume ces manches et proposer un prix attractif. Quand le manche il est fait, au bout de 15 secondes, il est prêt à être verni ou coloré, cela dépend des produits, ou bufflé. Alors ça, c'est un autre geste. Ici, on est dans l'atelier de l'artisanat du bois. Donc on va fabriquer nous-mêmes les manches en associant différentes essences avec du plaquage. Donc il y a un petit travail de marqueterie, d'ébéniste.
Donc on va fabriquer nos propres ébauches en faisant différentes coupes dans des liteaux de bois. Et ensuite, on va les associer en les collant, en intégrant du plaquage ou pour certains modèles, une feuille d'aluminium. Donc voilà, c'est différents procédés de collage. Qu'est-ce qu'on appelle le plaquage ? Alors le plaquage, ça va être une feuille de bois. Donc ici, c'est de l'érable et du noyer qu'on utilise pour nos manches. Et vous le faites avec une machine ou à la main ? Tout est fait à la main, application de la colle au pinceau, à la main, sur le bois et donc ce plaquage. Vous aimez travailler sur une matière comme ça, vivante ? Ah oui, le travail du bois, ressentir la matière, c'est plaisant. Alors le bufflage, ça va être un procédé de finition sur les manches qu'on a fabriquées. Il y a déjà une partie de ponçage du manche et ensuite une partie polissage et lustrage pour ressortir tout l'éclat du bois et révéler le bois en le rendant brillant. Certaines finitions sont aussi huilées pour le modèle de l'ellipse. Il vient après à l'assemblage, où arrive aussi la lame. Alors la lame d'un couteau, c'est la partie la plus technique en fait du couteau, parce que ça assure en fait le coupant du produit. On part de rouleaux d'acier, qu'on appelle des feuillards, qui sont découpés à la forme. En même temps, il y a le poinçon de la main couronnée qui est ajouté, et l'onglet qui est ajouté sur la lame. Donc ça se fait en une fois. Cette lame est découpée, ensuite elle part en traitement thermique qui est réalisé à Thiers. Chez des experts en fait du traitement thermique, ça demande des installations conséquentes. Et ce traitement thermique, il va apporter la dureté à la lame, la rendre tranchante. Et ensuite, ces lames sont meulées ici, en interne, meulées, polies. Donc on enlève environ 50% d'acier. Chaque face est travaillée avec un profil bombé. On arrive au fil. Ensuite, il y a la virole. Donc la virole, pareil, ça va être un peu la même chose. On part d'un feuillard d'acier, donc un rouleau d'acier qu'on vient découper et former. Virole fixe, virole tournante. Et tout est assemblé, en fait. On met les 3 éléments de base, la lame, la virole fixe, le manche, ensemble. On vient rifter avec le rivet. Et ça, c'est fait de manière assez automatique en machine. Et après, il y a 2 gestes qui restent très, très... ça, il faut vraiment les maîtriser. C'est la pose de la virole à la main. Donc la virole tournante qui est positionnée à la main, qui est vérifiée. Et enfin, le dernier geste, qui est l'affilage du couteau, et qui assure le coupant légendaire du couteau Opinel. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous pourriez nous raconter un petit peu votre geste, votre savoir-faire ? L'affilage, c'est pour que la lame, elle coupe entre 2 meules. Et c'est fait manuellement, on voit si la lame elle est épaisse, on passe plusieurs fois. Il faut que quand on a fini l'affilage, il faut que le couteau coupe. Même si on peut passer 5 à 6 fois la lame, ça dépend. Quand je suis rentrée chez Opinel, je faisais le dos des lames. Et après, je suis montée, j'ai changé d'atelier au fur et à mesure pour arriver ici. Et ici, qu'est-ce que vous faites ? Maintenant, je suis assistante du chef d'équipe. Mais comme je vais partir à la retraite, je me retire pour laisser ma collègue à ma place. Et je lui ai tout appris ce que je savais faire. Moi, je sais faire marcher toutes les machines. J'étais formatrice, je fais un peu de tout. Quand il y avait des couteaux spéciaux à faire, ils venaient me voir. L'affilage, quand il y a un affilage spécial, c'est toujours moi qui essayais. Maintenant, j'ai laissé la place à Sandra. Là, j'ai commencé jeune et j'ai fait mon petit bout de chemin. Et puis voilà, j'arrive à la fin. Et à la fin de la fabrication du couteau, qu'est-ce que vous faites des rebuts ? Alors le bois, c'est vrai que le manche, il est façonné dans un carrelet. Et du coup, ça génère des copeaux de bois, puisqu'on prend qu'une partie. On fraise en fait le carrelet pour faire le manche. Ces copeaux de bois, ils sont aspirés. Et ils sont accumulés en fait dans un silo. Le copeau de bois commence à être brûlé dans la chaudière et on est chauffé en fait grâce aux copeaux de bois générés lors du façonnage des manches. Et vous avez beaucoup de rebuts d'acier ou assez peu finalement ? Oui, parce que comme on enlève 50% d'acier, et puis ça se mélange, là pour le coup ça se mélange avec des résidus de meules, puisque en fait la lame passe sur des meules pour enlever l'acier. Donc là, c'est mélangé avec les meules. Et ça, on ne peut pas, nous, l'utiliser en interne. Donc c'est repris par des prestataires extérieurs. Voilà. Et sur chaque Opinel, on retrouve ce petit dessin d'une main couronnée. Quelle est sa signification ? Alors, c'est la main de Saint Jean-Baptiste, la main bénissante.
C'est pour ça qu'il y a 2 doigts levés, 3 doigts avec le pouce levé. C'est la main bénissante de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi Saint Jean-Baptiste ? Parce qu'en fait, son atelier était à côté de Saint Jean de Maurienne. Et pourquoi Saint Jean de Maurienne s'appelle Saint Jean de Maurienne ? Donc c'est parce que dans la cathédrale de Saint Jean, il y a les reliques de la main de Saint Jean-Baptiste. Et il a choisi un poinçon. C'était une obligation, en fait, pour chaque maître coutelier. Depuis 1565, c'est une obligation d'apposer un poinçon sur la lame des couteaux pour en garantir, connaître la provenance. Voilà. Et du coup, il a choisi la main couronnée et il a ajouté une couronne au-dessus de la main pour rappeler que la Savoie était un duché. Et puis la couronne, c'est souvent aussi, dans le monde des couteliers, un signe utilisé. Voilà. Donc c'est pour ça, nous, on est la main couronnée. C'est notre marque depuis 1800. Il l'a déposée en 1909, pour être précise. Voilà. Aujourd'hui, on est à Chambéry. Oui. Depuis combien de temps vous êtes installé ici ? Depuis 100 ans, un peu plus de 100 ans. C'est Joseph, son entreprise a pris de l'ampleur. Et puis, au fond d'une vallée, c'est difficile parce qu'on n'a pas accès à des moyens de communication, on va dire, faciles, surtout à cette époque. Tous se déplaçaient avec des bœufs, des ânes, c'était quand même assez reculé. Pour trouver aussi des ouvriers, c'était plus difficile, il y avait un bassin d'emploi plus petit. Et pour transporter aussi ces couteaux, c'était compliqué. Juste avant la Première Guerre mondiale, il a décidé de se rapprocher d'un grand centre, d'une métropole. Il a regardé à Saint-Jean, et puis il a vite regardé à Chambéry, qui est au centre d'une vallée, avec beaucoup de... Le train déjà était à Chambéry. Et il s'est rapproché de Chambéry. Il a trouvé une ancienne tannerie dans les faubourgs de Chambéry, à Cognin, qu'il a transformée en atelier. Et quelle a été la trajectoire de l'entreprise ces 10 dernières années ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux marchés qui ont été ouverts. Quelle est la part qui continue d'être vendue en France ? Alors c'est sûr qu'on a, grâce à ces nouvelles collections, ça nous a ouvert la porte de nouvelles formes de distribution en France comme à l'étranger. On a triplé le chiffre d'affaires. On vend 45% de nos produits, de notre chiffre d'affaires est composé à 45% des ventes export. On a ouvert une filiale aux États-Unis en 2016, donc c'est assez récent, mais c'est une filiale qui fonctionne très bien. Oui, c'est vrai que ces dernières années ont été riches en évolution, en développement. Et vous collaborez beaucoup avec des designers, même des sportifs, des cuisiniers. Oui. Alors les designers, il y a beaucoup de designs du coup qui sont basés sur la forme traditionnelle de l'Opinel puisqu'on l'a pas changé. Et alors lui, on le fait vivre en interne avec voilà. Mais on fait appel parfois à des artistes pour habiller en fait de décor le manche. Dernièrement, on a fait appel à un artiste tatoueur qui nous a fait des dessins pour le manche. Et puis après, les designers produits, on les sollicite pour les nouvelles formes de produits, surtout sur la table et la cuisine. On travaille notamment avec le studio de design Big Game, qui a travaillé pour des très grandes marques, et puis Franck Fontana. Voilà. Et quel est aujourd'hui le grand défi auquel vous êtes confronté dans le développement d'Opinel ? Est-ce que c'est l'approvisionnement ? Est-ce que c'est la transmission ? Est-ce que c'est l'investissement ? Alors ces derniers mois, on a connu une augmentation de la demande qui est phénoménale. Je pense que les gens se sont recentrés, en fait. Si ça a eu une vertu, c'est de se recentrer sur ce que j'aime faire, son chez-soi, d'avoir des bons outils, ont évolué aussi dans leurs exigences de consommateurs et sur la fabrication française, des produits durables. Enfin, tout ça, c'est vrai que ça fait de plus en plus sens, en fait, chez les consommateurs. Et du coup, nos produits ont connu un énorme succès, en effet, pendant cette période. Tout ce qui est lié à la cuisine, à la table, c'est vrai que les gens, c'était une des activités qui restait aux personnes. Et puis après, dès qu'on a pu aller plus facilement dehors, tout ce qui est pique-nique, randonnée, ça a vraiment... le jardinage aussi, tous nos produits, en fait, ont en effet été très utilisés pendant cette période. Plus le fait qu'ils soient made in France, produits très durable pour le coup, puisqu'un Opinel ça se transmet et ça peut être réparé, réaffûté, etc. Donc il y a cette vocation-là aussi qui est intéressante. Et on a une demande phénoménale. Et du coup, notre challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à satisfaire cette demande
Et les temps commerciaux ne sont pas les temps industriels, c'est-à-dire que intégrer une nouvelle machine, ça prend des mois et des mois. Former des gens, ça prend 6 mois, 1 an. Et du coup, c'est vrai que ces évolutions brutales de demande sont toujours compliquées à gérer en termes industriels. Après, ce sont des problèmes finalement qui restent positifs, parce que ça veut quand même dire que la marque, elle est attractive, qu'il vaut mieux avoir de la demande que le contraire. Et c'est à nous de trouver les équipes pour satisfaire cette demande. Et c'est vrai que le problème de recrutement est aussi très prégnant en ce moment. Oui, c'est difficile de trouver des jeunes. Tout à fait, ouais. Des jeunes ou des moins jeunes, c'est sûr que c'est toujours c'est très difficile. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? 42 ans. 42 ans, et il paraît que même votre fils et votre épouse travaillent encore ici ? Mon épouse, elle est à la retraite depuis le mois de janvier 2020, et Théo, ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Donc c'est vraiment une histoire de famille, Opinel, chez vous ? Oui, j'ai eu d'autres enfants aussi qui sont venus travailler là. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je règle les vieilles presses et je suis en train de former 2 jeunes qui sont avec moi. Mon fils, il est au réglage au façonnage bois. La transmission, c'est important pour vous ? Ah oui, notre savoir-faire, bien sûr. Pour le transmettre aux jeunes, impeccable, oui. Vous le faites ? Ah oui. Avec le monsieur le petit Sébastien qui est là-bas, et puis il y en a un qui est d'après-midi que je forme quand il est du matin. Et c'est quoi vos outils ? L'outil, c'est un outil de découpe. Là, on fait la plaquette, et après, c'est une fois que la plaquette sort, ça transforme la virole en bague. Après, je m'occupe aussi de l'autre presse qui est là-bas, qui est en train de faire du 13. Donc c'est le plus gros numéro environ. Et si vous deviez convaincre nos auditeurs d'acheter un Opinel, lequel ce serait et pourquoi ? Tous, parce qu'ils coupent bien. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à venir travailler chez Opinel ? Qu'il est le bienvenu, parce que s'il a envie de découvrir un métier, découvrir un produit qui a accompagné tellement de générations, qu'il a envie de découvrir la magie de transformer des matières brutes en un produit fini, qu'il a envie de travailler dans une entreprise familiale avec des valeurs. C'est assez magique. J'imagine que vous formez beaucoup en interne, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école qui prépare ces métiers. On forme beaucoup en interne. Ça, c'est une vraie préoccupation, et c'est une vraie envie aussi de former les personnes qui arrivent. C'est des métiers très particulier en fait. Je pense qu'il y a une méconnaissance quand même des métiers industriels, artisanaux, etc., qui est phénoménale. À l'école, on ne nous en parle pas du tout. Sincèrement, jusqu'au lycée, on ne nous en parle pas. Je ne pense pas que ça change aujourd'hui. J'ai des enfants et ce n'est pas du tout le cas. On ne leur parle pas de ces métiers-là, on ne leur fait pas découvrir l'industrie. Après, c'est à nous, entreprises, aussi d'ouvrir nos portes au stage de 3e. Je pense que si toutes les entreprises ouvraient un peu plus leurs portes aussi aux jeunes, juste en découvert, ce serait déjà un grand pas en avant. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, de toute façon, il faut faire bouger les lignes, et il faut changer le regard de toute une génération en fait, sur ces métiers-là. Mais moi, je suis convaincue que ça doit se faire dès la primaire, en fait, même dès la maternelle, de mettre entre les mains des enfants des outils, des matières, pour planter une petite graine dans leur tête et qu'ils se disent un jour... valoriser des parcours aussi, faire intervenir des professionnels en école pour parler de leur métier. Ça se fait pas très souvent, et c'est dommage, parce qu'il y a tellement de belles choses à dire. Alors si vous voulez nous envoyer un salarié d'Opinel pour une intervention dans les écoles, ce serait avec plaisir. Merci Françoise. Merci Gabrielle. Voilà, c'est ici que notre immersion chez Opinel s'achève. C'était la 3e étape de notre tour de France des manufactures artisanales, un épisode de l'or dans les mains, en partenariat avec Terre et Fils. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir en images nos aventures, vous abonner à notre newsletter, et on vous donne rendez-vous à Salon de Provence pour notre prochaine étape dans la savonnerie Marius Fabre. À bientôt!